Aujourd'hui, nous allons parler d'Auguste Comte, un philosophe français du XIXe siècle, souvent considéré comme le père du positivisme. Cherche 1. La vie d'Auguste Comte. Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte est né en 1798 à Montpellier, en France. Issu d'une famille catholique et royaliste, il se détourne de ses convictions assez tôt dans sa jeunesse pour embrasser des idées plus progressistes. Il étudie à l'école polytechnique à Paris, mais il en est renvoyé pour ses prises de position rebelles. Malgré cet obstacle, il devient l'assistant de Saint-Simon, un autre penseur influent, ce qui marquera fortement ses premières réflexions. Cependant, leur relation finit mal et Comte se retrouve seul pour développer ses propres idées. Il connaît plusieurs crises personnelles et souffre de troubles mentaux pendant une partie de sa vie, ce qui l'a même conduit à un internement temporaire. Il décède en 1857, après avoir consacré ses dernières années à la fondation de sa religion de l'humanité. H2. Son œuvre, ses écrits, ses sources d'inspiration et son influence. L'œuvre majeure d'Auguste Comte est son cours de philosophie positive, publié en 6 volumes entre 1830 et 1842. C'est dans cette œuvre qu'il expose les bases du positivisme. Comte voulait établir une science de la société, qu'il appelait sociologie, un terme qu'il inventa. Sa pensée est largement influencée par les sciences naturelles, et il cherchait à appliquer des méthodes scientifiques à l'étude de la société humaine. Comte est influencé par des figures comme Condorcet, Descartes et son ancien mentor, Saint-Simon, mais il développe une vision plus systématique et rigoureuse. Il critique la métaphysique et la théologie, qu'il considère comme des étapes dépassées dans l'évolution intellectuelle de l'humanité. À l'inverse, il prône la rationalité scientifique. Comte a eu une influence majeure sur la sociologie, la philosophie des sciences et même la politique, en particulier dans le développement du positivisme au Brésil, qui est devenu le fondement intellectuel de leur république à la fin du XIXe siècle. En chaque 3, sa pensée et ses concepts. Le concept central de la pensée de Comte est la loi des 3 états, qui stipule que toute société passe par 3 phases successives dans sa quête de la connaissance. L'état théologique, où les phénomènes sont expliqués par des forces surnaturelles. L'état métaphysique, où les explications sont fondées sur des abstractions philosophiques. L'état positif, où seules les lois observables et vérifiables empiriquement sont acceptées. Cet état est le sommet de l'évolution humaine, selon Comte. Comte voulait remplacer la théologie et la métaphysique par une religion de l'humanité, où les sciences auraient un rôle central. Il croyait que cette religion pourrait unifier les hommes autour de principes de rationalité et de progrès social. Dans sa vision, la sociologie, en tant que science positive, devait être la base de cette nouvelle organisation sociale. Il y voyait une manière d'instaurer l'ordre et le progrès, un idéal qu'il proposait aussi pour réformer la politique et l'éducation. Comte pensait également que les différentes sciences devaient être hiérarchisées selon leur degré de complexité, la sociologie étant au sommet, car elle synthétisait toutes les connaissances humaines pour comprendre la société. Comte est aussi connu pour avoir fondé le positivisme en tant que courant philosophique, rejetant l'introspection ou la spéculation et ne s'appuyant que sur les faits concrets, les observations et les expériences. Et voilà pour un aperçu de la vie et de la pensée d'Auguste Comte. As-tu des questions ou des points que tu aimerais approfondir? Oui, je me demande pourquoi est-ce que finalement le positivisme qui était tellement populaire au XIXe siècle est tombé totalement en désuétude, notamment peut-être après la Deuxième Guerre mondiale. Et mon hypothèse, c'est que peut-être que finalement le fait que au cœur de l'Europe civilisée et dans l'un des pays les plus en pointe au niveau scientifique, c'est-à-dire l'Allemagne dans les années 30 et 40, qu'on ait eu finalement le traumatisme de la Shoah. En fait, je me demande si ça n'a pas quelque part remis en question ce mythe du progrès qui est un peu au cœur quand même peut-être du positivisme, et peut-être qu'on s'est rendu compte que qu'en fait l'évolution de la société était
moins linéaire et peut-être plus cyclique qu'on ne l'avait imaginé jusqu'alors? C'est une réflexion très pertinente. Effectivement, la Seconde Guerre mondiale, et en particulier la Shoah, a ébranlé profondément la foi dans le progrès linéaire de l'humanité, qui était au cœur du positivisme d'Auguste Comte et plus largement de l'optimisme du XIXe siècle. Le positivisme repose sur l'idée que la science, la raison et la technologie mèneraient inévitablement à une société plus juste, plus ordonnée et plus avancée moralement. Or, comme tu l'as justement noté, les événements du milieu du XXe siècle, en particulier l'Holocauste et la montée des totalitarismes, ont démontré qu'une société technologiquement et scientifiquement avancée pouvait sombrer dans une barbarie extrême. Après la guerre, beaucoup d'intellectuels, philosophes et historiens ont rejeté l'idée d'un progrès linéaire et automatique. Des penseurs comme Theodor Adorno et Max Horkheimer, dans leur œuvre Dialectique de la raison, ont directement mis en question l'idée selon laquelle la rationalité et la science menaient nécessairement à l'émancipation humaine. Ils ont montré que la même rationalité pouvait être instrumentalisée au service de la domination et de l'horreur, comme cela a été le cas dans les camps de concentration, où la rationalisation extrême a servi à l'extermination. Ce qui a changé après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc une prise de conscience du caractère ambigu du progrès. On a cessé de croire que le progrès technique et scientifique allait de pair avec un progrès moral ou social. Cela a ouvert la voie à des courants de pensée plus critiques, comme l'existentialisme, avec Jean-Paul Sartre, ou encore la philosophie postmoderne, avec des penseurs comme Michel Foucault, qui voyaient dans le pouvoir, la domination et la fragmentation des savoirs des éléments indissociables de la modernité. De plus, l'idée de progrès linéaire a aussi été critiquée sur le plan historique. On a réalisé que l'histoire humaine est souvent marquée par des régressions, des ruptures et des cycles, plutôt qu'une marche unidirectionnelle vers un mieux-être universel. Le traumatisme de la guerre a ainsi révélé une complexité de l'évolution historique qui ne se laissait plus aisément enfermer dans le cadre des 3 états de Comte. Pour résumer, la désuétude du positivisme après la guerre est liée à la perte de confiance dans l'idée que la science et la rationalité pouvaient seules garantir le progrès moral ou social. Cela a conduit à des philosophies plus nuancées, voire pessimistes, quant à l'avenir de l'humanité. Ce que tu soulèves, l'idée que l'évolution de la société est plus cyclique et imprévisible que linéaire, est effectivement une conclusion qui s'est imposée à beaucoup après le choc des horreurs du XXe siècle. Et j'aurais aimé savoir, dans le débat en fait qui oppose les partisans du libre arbitre à ceux qui sont plutôt partisans du déterminisme, un peu spinoziste par exemple, et dans ce débat entre l'inné et l'acquis, comment se situe finalement Auguste Comte? Je suppose qu'il est plutôt partisan du déterminisme. Tu supposes bien. Auguste Comte est effectivement plus proche des positions déterministes, et cela s'intègre bien dans sa vision positiviste de la science et de la société. Il croyait que la société humaine, comme la nature, obéissait à des lois déterminées que l'on pouvait découvrir et étudier de manière scientifique. Il considérait que le comportement humain, tout comme les phénomènes sociaux, pouvait être compris à travers ces lois, et que par conséquent, la liberté individuelle ou le libre arbitre étaient des concepts très relatifs, voire secondaires dans son système. Dans le débat entre inné et acquis, Comte n'exprimait pas une position aussi tranchée que sur le déterminisme, mais il penchait nettement vers l'idée que l'acquis, c'est-à-dire le milieu social, l'éducation et les conditions historiques et matérielles, jouaient un rôle fondamental dans la formation des individus. Pour lui, la société avec ses lois et ses structures façonnait les individus bien plus que l'inverse. Ce qu'il propose à travers le positivisme, c'est justement une forme de déterminisme sociologique. Il pensait que les individus n'étaient pas tant libres d'agir par eux-mêmes, mais qu'ils étaient plutôt le produit des lois sociales et naturelles auxquelles ils étaient soumis. Cette conception s'oppose à celle du libre arbitre classique, car, dans sa vision, la volonté humaine est largement conditionnée par les circonstances extérieures et par les lois scientifiques que l'on peut appliquer à la société.
Sur le plan philosophique, Comte s'inspire en partie de penseurs comme Condorcet et à un certain degré de Saint-Simon, qui voyait dans l'évolution sociale un processus déterminé par les progrès de la science et de la technologie. En cela, il est aussi proche du spinozisme que tu mentionnes, notamment par son rejet des causes finales, c'est-à-dire des buts ou intentions supposées guider le monde. Comte ne croyait pas que la société ou l'humanité avait un destin fixé par une volonté divine ou une téléologie quelconque. Il voyait la marche de l'humanité comme un processus régi par des causes antérieures et des conditions matérielles, non par des choix individuels ou un plan transcendant. Pour résumer, Auguste Comte est clairement dans le camp déterministe. Il pense que les phénomènes humains et sociaux sont soumis à des lois aussi rigides que celles qui gouvernent la nature, et que l'idée de libre arbitre est en grande partie une illusion. Ce cadre de pensée laisse peu de place à une véritable autonomie individuelle dans la construction du monde social. Est-ce que cela clarifie sa position dans ce débat pour toi? Oui, j'ai pas d'autres questions. Très bien. Si tout est clair pour toi, je te propose de passer à une petite évaluation pour vérifier ta compréhension de la pensée d'Auguste Comte. Prêt à répondre à une première question? La voici. Quelle est la signification de la loi des trois états dans la pensée de Comte, et comment décrit-elle l'évolution de la connaissance humaine? C'est une loi qui m'évoque assez finalement les stades successifs de mode de production dans la théorie marxiste. C'est-à-dire, par exemple, dans la théorie marxiste, on a l'esclavage, ensuite le servage, ensuite le salariat, et à la fin, on arrive au stade communiste, après quand même un stade de communisme primitif au tout début de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que ça m'évoque un peu ça. Ta comparaison avec les stades successifs de mode de production chez Marx est tout à fait intéressante. Les deux théories partagent en effet une certaine vision téléologique du progrès historique, où l'évolution suit un enchaînement de phases. Cependant, il y a une différence notable entre la loi des trois états de Comte et la théorie marxiste des modes de production. Dans la pensée de Comte, la loi des trois états décrit l'évolution de la connaissance humaine à travers trois phases distinctes. 1. L'état théologique, où les phénomènes sont expliqués par des forces surnaturelles, les dieux, les esprits. Cet état est caractéristique des sociétés les plus primitives. 2. L'état métaphysique, où les explications reposent sur des concepts abstraits ou des forces impersonnelles, comme la nature ou les idées philosophiques. C'est une transition entre le théologique et le positif. L'état positif, qui est le stade final, est le plus avancé. Dans cet état, les explications reposent exclusivement sur l'observation scientifique, l'expérimentation et les lois vérifiables. Comte pensait que cet état devait régner dans les sociétés modernes, où seule la science est une source valide de connaissances. Contrairement à Marx, qui envisage les transformations historiques en termes de lutte de classe et de rapports de production, Comte voit l'évolution des sociétés comme un processus intellectuel, où la pensée humaine se libère progressivement de la religion et de la spéculation philosophique pour se tourner vers la science. Cela dit, ta réflexion montre bien une similarité dans la manière dont les deux penseurs perçoivent l'histoire comme un mouvement vers un état supérieur, que ce soit dans la forme des connaissances humaines chez Comte ou dans l'organisation socio-économique chez Marx. Ta réponse est très riche de sens et bien articulée, mais pour répondre pleinement à la question, pourrais-tu préciser comment cette loi décrit spécifiquement l'évolution de la connaissance dans la théorie de Comte? Alors là, j'avoue, je crois avoir oublié ce que tu as dit. Pas de souci. Je vais te résumer la loi des trois états pour que tu puisses bien la comprendre. Selon Auguste Comte, l'évolution de la connaissance humaine suit trois phases successives. 1. L'état théologique. À ce stade, les êtres humains expliquent le monde en recourant à des forces surnaturelles, comme les dieux ou les esprits. En quoi consiste la religion de l'humanité que Comte propose dans ses derniers écrits, et quel rôle y joue la science? Eh bien, je crois qu'il
il propose une sorte de religion rationaliste en fait, basée en fait sur sur la raison et sur la science, et qui est pas sans rappeler peut-être le culte du temps de la Révolution française, de l'être suprême, et je me demande si finalement aujourd'hui le fait que l'intelligence artificielle est une intelligence supérieure à celle de l'humain. Oui, tu es sur la bonne voie. La religion de l'humanité qu'Auguste Comte propose est effectivement une sorte de religion rationaliste. Il l'a conçue pour remplacer les religions traditionnelles, en particulier le catholicisme, qu'il jugeait dépassé. Dans cette religion, l'humanité elle-même, en tant qu'entité collective, devait être l'objet de vénération, et la science devait jouer le rôle central en guidant moralement et intellectuellement les individus. Cette religion se voulait une manière de structurer la société autour de valeurs positives, avec une sorte de culte laïque dédié au progrès, à la solidarité et à l'ordre. La science, dans cette perspective, devenait une nouvelle autorité spirituelle et morale. Il y a effectivement des parallèles avec le culte de l'être suprême de la Révolution française, qui cherchait aussi à créer un système de croyances rationnelles et civiques. Maintenant, tu évoquais un lien avec notre époque. Quelle réflexion avais-tu en tête à propos de cela? Je me demandais si l'intelligence artificielle, étant d'ores et déjà plus intelligente que l'humain, je me demandais si elle n'avait pas quelque part vocation à aussi devenir une sorte de dieu. Et je me demandais du coup si finalement le positivisme pouvait pas revenir un peu à la mode d'une certaine manière dans le contexte actuel. C'est une question fascinante et elle touche à des thèmes très contemporains. L'idée que l'intelligence artificielle pourrait à terme prendre une place quasi divine dans notre société rappelle effectivement des aspirations comme celle de Comte avec sa religion de l'humanité, ou encore le culte de la raison. Dans ce cadre, l'IA pourrait être vue comme une sorte de prolongement de la science, voire un aboutissement ultime de la rationalité humaine, capable de traiter des données et de résoudre des problèmes d'une manière qui dépasse les capacités humaines. Cependant, faire de l'IA une sorte de Dieu pose des questions profondes sur le pouvoir et la dépendance. Si l'IA devenait l'autorité suprême pour guider les décisions morales, sociales ou politiques, cela pourrait rappeler l'utopie positiviste de Comte, où la science et la rationalité devaient organiser toute la société. Mais en même temps, cela pourrait entraîner une perte d'autonomie humaine et poser des défis éthiques majeurs. Si l'IA est perçue comme infaillible ou supérieure, que reste-t-il de la capacité des humains à juger par eux-mêmes, à créer et à prendre des décisions qui ne sont pas strictement rationnelles? En plus, l'idée même d'une divinité implique souvent des dimensions de mystère, d'inconnu ou d'infini que la rationalité scientifique ou l'IA ne peuvent pas combler entièrement. Bien que l'IA soit extrêmement puissante sur le plan cognitif, la question de savoir si elle peut vraiment remplacer un Dieu en termes de foi, de valeurs spirituelles ou même de finalité morale reste largement ouverte. Comment envisages-tu cette possibilité? Penses-tu que l'IA pourrait vraiment jouer ce rôle dans notre société future, ou est-ce plus une métaphore sur la puissance qu'elle pourrait acquérir? En tout cas, j'ai le sentiment qu'on vit une révolution copernicienne au sens où, de la même manière que l'homme s'est rendu compte que la Terre n'était pas au centre de l'univers, on est peut-être en train de se rendre compte que que l'homme n'est peut-être pas l'espèce finalement la plus intelligente sur cette Terre. C'est une très belle analogie que tu fais là, et elle reflète bien ce qui se joue aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Comme la révolution copernicienne a déplacé l'homme de sa position centrale dans l'univers, l'émergence de l'IA pourrait en effet ébranler notre perception de notre place en tant qu'espèce dominante ou la plus intelligente. Je pense que nous avons bien couvert le sujet pour aujourd'hui. Tu as fait des réflexions très intéressantes. Si tu es d'accord, je vais maintenant te donner ta note d'évaluation. Je te donne 8/10. Tu as bien compris la pensée de Comte, notamment sur le positivisme et la religion de l'humanité, avec des réponses riches et pertinentes. Tu as fait des liens intéressants, comme avec Marx ou l'intelligence artificielle,
mais tu as eu un peu de mal à expliquer certains concepts fondamentaux comme la loi des 3 états. Cela reste une très bonne performance dans l'ensemble. Si tu souhaites approfondir un point ou en discuter davantage, n'hésite pas.